Fichage des officiers, un scandale méconnu de la Troisième République, de Caroline de Kergariou. Réalisation Catherine Lemire. 1900. L'Europe ne compte encore que deux républiques, la Suisse et la France. Ce nouveau mode politique n'est pas accepté par tous, en particulier la droite catholique, malgré la consigne de ralliement donnée par le pape Léon XIII. Traumatisé par les affaires Boulanger, Déroulède et surtout Dreyfus, au cours de laquelle l'armée avait montré avec arrogance son incapacité à reconnaître ses erreurs, la jeune République décide qu'il faut républicaniser cette dernière. Pour mener à bien cette tâche délicate, le président du Conseil, Waldeck-Rousseau, nomme ministre de la Guerre un artilleur issu de Polytechnique, le général André. Qu'est-ce que c'est encore que ce torchon ? Ce sont les derniers rapports que vous avez demandés à la Sûreté, mon général, sur le loyalisme. Je vois bien qu'il s'agit des rapports de la Sûreté, Molin, je ne suis pas aveugle. Mais comment suis-je censé juger du loyalisme d'un officier vis-à-vis de la République à partir de ça ? Ce ramassis de ragots. Et ces messieurs de la Sûreté osent appeler ça un rapport. Il y a les notes des préfets. Tant d'officiers républicains ont eu leur carrière brisée par leurs chefs cléricaux-réactionnaires, il faut que ça change. J'ai le devoir de réparer cette iniquité, vous entendez, Molin ? Quitte à utiliser les mêmes moyens qu'eux, pourquoi pas. Faire appel aux ligues de gauche pour contrer les ligues de droite, voilà qui serait un juste retour des choses. La jésuitière n'a qu'à bien se tenir. L'une des premières mesures du général André sera la suppression des bourses pour les jeunes gens issus des écoles congrégationnistes désireux de préparer Polytechnique. Après l'épuration de 1883 qui a touché la magistrature, l'armée reste le seul refuge de la droite catholique, laquelle est perpétuellement suspectée de fomenter un coup d'État pour rétablir la monarchie. En fait de ligue de gauche, pour cette nouvelle épuration, André va faire appel au Grand Orient de France, qu'il estime mieux à même que la police de fournir des renseignements fiables sur les tendances politiques et religieuses des officiers. Le capitaine Molin, officier d'ordonnance d'André, est franc-maçon. Cela tombe bien. Il va prendre officieusement contact avec Narcisse Vadécart, secrétaire général du Grand Orient. Les ministres n'innovent pas, puisque Gambetta avait fait la même chose en 76 et 78. De son côté, le Grand Orient, qui a contribué à la formation du Parti radical socialiste, ne voit aucun inconvénient à continuer d'œuvrer pour la République. Au contraire. À cette époque, il propose même d'interdire l'administration à ceux qui n'ont pas fréquenté l'école publique. Mon général. Quoi encore, capitaine Molin? Vous ne voyez pas que je suis occupé? Vous croyez que c'est simple d'organiser une visite ministérielle à Nancy? J'ai là une lettre du frère Vadécart. Une lettre un peu délicate. Abrégé, Molin. Je m'étonne, enfin c'est lui qui parle, je m'étonne que de nombreux officiers sur lesquels nous avons fourni les renseignements les meilleurs soient toujours bloqués dans leur avancement, voire fassent l'objet de remontrances de votre part. Parlerait-il de ce petit lieutenant qui, non content de se faire appuyer par le Grand Orient, est allé chercher des recommandations un peu partout, à droite comme à gauche? Il bouffe à tous les râteliers, ce coco-là. Quand d'autres, tels le colonel Bélanger, sont promus, quand bien même nous avons réuni sur son compte les informations les plus exécrables. Qu'est-ce que j'y peux si le général André l'a promis à Madame Waldeck-Rousseau? Que voulez-vous, Molin? Ce sont les femmes qui nous perdront, toujours. Si Madame Waldeck-Rousseau affirme que Bélanger est républicain... Il termine... J'en ai rien à faire. Il faut que je prépare Nancy. Non, tout de même, mon général. Je crois que vous devriez en prendre connaissance. Un jour viendra où la République reconnaîtra sans peine ses véritables serviteurs, c'est-à-dire ceux qui l'auront servi avec fidélité et désintéressement. Je me trompe ou bien il s'agit d'une menace? Chef de cabinet d'André, le général Persin s'alarme du poids que la maçonnerie commence à prendre au sein du ministère. Peut-être pour nuire à son chef, qu'il espérait remplacer après les élections de 1902, peut-être pour se couvrir lui-même, il dévoile le système des fiches obtenues du Grand Orient à Waldeck-Rousseau. Celui-ci en informe à son tour son successeur à la tête du Conseil, Émile Combes. C'est aussi l'époque où Jean-Baptiste Bidguin, l'adjoint de Vadécart, le secrétaire général du Grand Orient, découvre avec stupeur le travail auquel se livre son chef. Le chanoine Audelin, parrain de Bidguin,
l'amène à rencontrer l'abbé Gabriel de Bessonny, qui, sous le pseudonyme de Sous-la-Croix, combat la franc-maçonnerie avec la dernière énergie. Asseyez-vous, mon fils. Nous serons mieux pour parler. Je remercie mon distingué ami le chanoine Audelin de vous avoir mené jusqu'à moi, mon fils, car ce que vous détenez est une véritable bombe. Cher parrain, il ne me tient pas grief de tous mes errements. L'occultisme, la franc-maçonnerie, le socialisme. Allons, allons, mon fils, l'Église, vous le savez bien, possède une infinie capacité de pardon. Surtout quand le pécheur amène en guise de réconciliation de quoi faire sauter la gueuse. Clérical de bon ton. Clérical féroce. Clérical nuisible. Pourquoi? Il y en aurait donc d'inoffensif aux yeux de ces messieurs de la rue Cadet? Clérical, cléricalisant. Cléricafard. Cléricanaille. Quel style, quelle inventivité. Ce sont de vrais poètes, vos maçons bidguins. Vous pensez pouvoir faire quelque chose de ces fiches, mon père? Et comment? Grâce à vous, mon cher enfant, nous allons enfin balayer ce régime ennemi du Christ. Savez-vous qu'il n'a pas hésité à jeter dans la neige des frères chartreux, âgés et malades? Combien de fiches pensez-vous pouvoir soustraire à l'attention de la rue Cadet? Après ce parcours peu conventionnel, Bidguin réintègre le sein de l'Église, tant le dégoûte ce fichage des officiers catholiques opéré par une franc-maçonnerie qui proclame elle-même avoir pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Cette conversion est peut-être due à la déception de Bidguin qui lorgnait la place de son supérieur. Or, finalement, Vadécart est resté en poste. Il est aussi possible qu'il ait toujours été un agent dormant au sein du Grand Orient. Mais à qui montrer ces fiches, se demandent les conspirateurs. On se met d'accord sur Guyot de Villeneuve, un jeune officier démissionnaire qui vient d'être élu député de l'opposition. Lors d'une réception chez Boni de Castellane, autre personnalité de la droite nationaliste, un valet lui passe un mystérieux billet. Ce billet est pour moi? Mais qui l'a apporté? Bon, et puis qu'importe après tout. Tenez, débarrassez-moi de ma coupe. Monsieur le député, je suis un FM. Un FM, qu'est-ce que... Ah, un franc-maçon. Un franc-maçon révolté. Eh bien, mon garçon, qu'est-ce que vous attendez? Allez, allez! Disposé à me venger en divulguant tout à votre parti, à condition d'obtenir de lui une rétribution équitable. Nous y voilà, l'argent qui me permette de me passer du GO, oui, du Grand Orient. Ne pouvant écrire ni signer, adresser les propositions déguisées dans les annonces du Petit Parisien aux initiales GT 104. Je vous donnerai rendez-vous de suite. De suite, je pense bien, il est pressé de toucher ses deniers, mon gaillard. Discrétion SVP. N'ayez aucune inquiétude, GT 104. Je serai muet comme une carpe. Je vais même tout de suite oublier votre mot. Mais franchement, qu'est-ce que c'est que ce roman feuilleton? Waldeck-Rousseau avait imposé aux congrégations religieuses l'obligation de demander une autorisation d'enseigner. Il ne s'attendait pas à ce que son successeur, Émile Combes, profondément anticlérical, les refuse toutes. Des expulsions dramatiques s'ensuivirent, auxquelles d'ailleurs le général André refusa de prêter le concours de l'armée. La séparation de l'Église et de l'État va bientôt se concrétiser par une visite du président Loubet au roi d'Italie, ce qui entraînera automatiquement la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. La droite nationaliste et catholique est donc de plus en plus remontée contre le régime républicain, d'autant que Léon XIII, le pape de la Réconciliation, vient d'être remplacé par Pie X, beaucoup plus réactionnaire.
Pourtant, Guyot de Villeneuve va attendre que l'abbé Soulacroix vienne le relancer à l'Assemblée pour prêter enfin attention à la proposition de GT 104, alias Jean-Baptiste Bidguin. La liste ci-jointe est celle des officiers de la division du général Persin. Il serait très heureux d'être renseigné sur chacun d'eux et m'a chargé de m'adresser à vous. Le ministre, donnant un tour de faveur aux officiers républicains qui sont inscrits au tableau, il y a grand intérêt pour eux et pour la République à ce que nous soyons fixés sur les sentiments politiques de chacun. 15 avril 1904 inclut une liste d'officiers ayant demandé à passer dans une garnison meilleure. Voulez-vous avoir la complaisance de nous renseigner le plus tôt possible sur leur compte? Les républicains auront satisfaction, les autres non. C'est abominable, monstrueux. Pauvre armée. Je vous l'avais dit, monsieur le député. Un véritable complot maçonnique pour désarmer la France et la livrer à ses ennemis judéo-germaniques. 32 lettres de la main du capitaine Molin sur papier à l'en-tête du ministère de la Guerre et portant le cachet d'entrée au secrétariat du Grand Orient. Tout bonnement hallucinant. Et je me fais fort, d'ici 1906, de copier les 25 000 fiches conservées rue Cadet. D'ici 1906, les élections? L'indignation populaire va faire gagner beaucoup de sièges à la droite. Elle sera enfin assez forte pour tenter quelques besognes hygiéniques, mettre en accusation le régime maçonnique tout entier. Est-ce qu'elle ne trouvera pas dans l'armée le concours nécessaire à une telle entreprise de salubrité publique? On m'attend à la chambre. Je vais m'entretenir de tout cela avec mon collègue Siffton. Monsieur l'abbé. Guyot n'a guère d'estime pour le traître Bidguin, ni pour son plan. Tout comme le député Gabriel Siffton, nouvel homme fort de la droite et trésorier de la Ligue de la patrie française, créée en 1899 pour faire pièce à la Ligue des droits de l'homme, il veut agir immédiatement, d'autant que le vol des fiches commence à transpirer. Vadécart soupçonne des fuites, mais Bidguin le rassure. Pourtant, le journal Le Matin va en publier quelques-unes. Mais ce sont celles qui ont disparu du ministère en 1902, en même temps que le capitaine Humbert, officier d'ordonnance d'André, renvoyé par lui sous prétexte qu'il distribuait des faveurs. L'ancien officier est aujourd'hui rédacteur en chef du Matin. Guyot va interpeller le général André à la Chambre le 28 octobre 1904. Ce dernier n'est pas inquiet. Il lui suffit de dire que les choses ne se passent plus comme en 1902, du temps du capitaine Humbert. Comme il a du mal à improviser, pour parer à toute éventualité, il a préparé 4 discours. Elle vient du cabinet du ministre, datée du 11 mars 1902 et portée le 12 au Grand Orient, où elle a été enregistrée sous le numéro 3910. Très cher frère Vadécart, je vous envoie 2 listes ci-jointes, dont l'une représente les officiers qui, ne réunissant pas les conditions d'ancienneté suffisantes pour être maintenus au tableau de concours pour la Légion d'honneur, l'ont été cependant grâce à leurs opinions républicaines que nous avons connues par vous. Et dont l'autre représente au contraire les officiers qui réunissaient toutes les conditions d'ancienneté et de notes militaires pour être maintenus, mais que nous avons éliminés parce que vous nous les avez signalés comme hostiles à nos institutions. Vous voyez que nous avons tenu un grand compte de vos renseignements. Les républicains sont avantagés et les cléricaux sont désavantagés. Jusqu'ici, c'était le contraire qui avait eu lieu, et c'est grâce à cette façon de faire qu'on est parvenu à nous doter d'un corps d'officiers si parfaitement jésuite dans son ensemble. Cette lettre est signée Molin.